Bonjour tout le monde. Alors, une fois n'est pas coutume, je suis en retard sur mon planning de sortie, donc il faut que je trouve une solution au dernier moment pour sortir quelque chose dans le mois avant de partir en vacances et pouvoir sortir ce que je devais sortir en principe plus tard. J'ai une petite surprise qui va sortir à la fin du mois, un petit truc que je garde comme ça pour surprendre. Pour une surprise, c'est bizarre. Mais du coup, j'avais envie, je m'étais dit, je vais en profiter pour lancer une nouvelle émission que j'ai essayé de faire depuis très longtemps, et que je pense à faire depuis très longtemps, et que j'avais jamais essayé de mettre en marche, que je veux appeler les reaction shots. Le principe, c'est... Je sors des vlogs très régulièrement, et même si c'est pas en principe la principale production du site, c'est une des principales choses que beaucoup de gens voient, et il y a beaucoup de réactions sur les vlogs. Le problème, c'est que aller dans les commentaires, tout le monde va pas lire les commentaires, parce que c'est tellement compliqué de trouver ceux qui sont intéressants dans le lot, que du coup, pour trouver ceux qui sont intéressants et ceux qui auront eu des réponses, etc., c'est vraiment très compliqué. Donc je me suis dit, je vais plutôt essayer de profiter d'une vidéo pour répondre à ce qui a été abordé par certains vlogs, pas tous, parce que c'est pas constant, donc je veux pas en faire une émission régulière, c'est juste que quand il y a un événement précis, sur lequel il y a manifestement une incompréhension, j'ai envie de faire une petite vidéo pour pouvoir me réexpliquer ou mieux m'expliquer, parce que oui, des fois je m'explique mal, ça arrive, des fois les vlogs sont faits juste à la sortie de la salle, donc ça arrive qu'effectivement des fois j'ai pas les idées bien en place, en particulier pour un des films dont je voudrais parler aujourd'hui, dont il faut absolument que je parle. Alors voilà, on va commencer tout de suite par Insaisissable 2, qui est sur le point de réaliser dans les 2 millions d'entrées en France. Et c'est pas possible. Un film qui se fout de la gueule du public à ce point ne peut pas faire 2 millions d'entrées en France. On peut pas continuer à envoyer ce genre de signaux aux studios américains et aux studios en général. On peut pas continuer à accepter des films qui aussi ouvertement se foutent de notre gueule. Mais j'ai mal expliqué en quoi le film se fout de la gueule du monde. Et je l'ai mal expliqué en prenant Lucie en exemple. Je me suis complètement perdu en fait sur le truc sur Lucie, c'est con parce que je voulais absolument utiliser Lucie comme bon exemple, et en fait je me suis complètement foiré. Je me suis mis à détailler que Lucie, on sait que ça n'existe pas les 10% du cerveau, enfin on sait même pas si ça existe les 10% du cerveau, alors que les magiciens, on sait que c'est des magiciens. J'essayais d'aborder la suspension de la non-croyance, la suspension de la crédulité, j'y reviens dans 2 secondes, mais je me suis mal exprimé sur le truc. Le problème, c'est pas que les 10% de Lucie, on sait pas si c'est vrai ou pas, que ça a été une théorie qui a été valable plus ou moins à un moment et qui a ensuite été invalidée. C'est même pas que la science ne soit pas le principe de trouver la vérité, mais de trouver la théorie qui marche le mieux pour l'instant. La science n'est pas la vérité. Tout ce qu'on apprend dans les écoles de sciences, les écoles de médecine, les écoles de biologie, tout ces trucs-là, c'est pas la vérité. C'est ce qu'on pense être vrai à un instant donné. Et pour l'instant, on n'a pas de meilleure théorie, et celle-ci résiste à tout ce qu'on essaye à toutes les épreuves qu'on lui envoie. Donc c'est pas une question scientifique, c'est une question de suspension de non-croyance. Vous pouvez dire ce que vous voulez sur Lucie. Vous pouvez ne pas apprécier le thème, vous pouvez ne pas apprécier comment ça se finit, etc. Lucie présente son principe en début de film et s'y tient. Au début de Lucie, on a 15 minutes de scène avec Morgan Freeman qui vous raconte exactement ce qui se passe à 20%, à 30%, à 40%, à 50%, etc., etc. Et quand le film avance, il respecte cette logique. C'est ça la suspension de la non-croyance. Un film, c'est pas le réel. Un film, ce n'est jamais le monde réel. Un film, c'est une réalité vue selon un certain point de vue de la part du réalisateur et qui du coup répond à ses propres règles à elle. Il y a plein de choses qu'on n'accepte plus dans ce genre de conventions de cinéma. Par exemple, je vois beaucoup de gens se plaindre maintenant des montages avec des décomptes. Vous savez, des bombes en dessous des tables et il reste que 30 secondes, et le truc c'est que la scène met 1 minute 30 alors qu'il restait 30 secondes. Et ça, le cinéma a toujours fait ça, et c'est un des droits du cinéma, c'est de jouer avec le temps. Le but, c'est pas qu'on soit en train de compter nous-mêmes les secondes devant le film, sinon on sort du film. Le but, c'est qu'on soit devant le film et qu'on ait peur que la bombe explose. Si on joue justement avec le montage, on étend le temps, donc on a l'impression que les gens ont l'impression que le temps était encore plus long parce qu'ils sont stressés, non pas parce que le temps est réel, et donc vous êtes censé être dans le film. Il y a vraiment des choses comme ça que vous devez accepter. Et le principe de Lucie, c'est de vous dire, voilà ce qui se passe, les 10 premières minutes c'est ça, voilà ce qui se passe quand le cerveau est activé à tant de pourcents, si on part du principe que le cerveau de base est activé à 10%. Et c'est tout ce que vous devez accepter pour entrer dans le film. Si vous n'acceptez pas ça, ne dites rien sur le film. Vous n'avez pas le droit de dire quelque chose sur Lucie si vous n'acceptez pas ce contrat de base. L'évolution des pouvoirs de Lucie, c'est celle qui est dit au début du film. C'est pas une autre théorie, c'est pas machin, c'est celle qui est dit au début du film. Revenons-en donc maintenant, parce que c'est là que c'est important, sur Insaisissable 2. Insaisissable 2 qui nous donne comme principe, comme suspension d'incrédulité, comme convention de cinéma, dans sa réalité à lui, vous suivez des magiciens, des prestidigitateurs, des illusionnistes, des hypnotiseurs, qui résolvent des affaires, des crimes dans le monde. C'est ça la convention de base d'Insaisissable 2. Quand on nous vend un truc comme ça, moi je m'attends à un James Bond magicien.
Pour moi, Insaisissable, excusez-moi, je bafouille. Pour moi, Insaisissable, ça devait être un James Bond magicien. C'était un mec qui faisait des enquêtes spéciales, peut-être en faisant des spectacles aux quatre coins du monde, mais une espèce de Tintin, limite, magicien. Il y avait pas un Mandrax, genre, qui s'appelait comme ça, magicien. Le mec, il fait le tour du monde, et grâce à ses accessoires et ses astuces de prestidigitateur, parvient à réaliser des cambriolages ou à résoudre des situations et à redresser des torts. Avec, par exemple, oui, un truc, un système d'élastique avec un truc qui se cache dans sa manche pour récupérer, pour cacher un indice, avec un machin, avec des trucs dans ce genre-là. C'est ça, la convention d'Insaisissable 1 et 2. Moins le 1, alors le 1, en fait, j'avais vraiment quasi plus de mémoire dans le premier. Les gens me disent que j'étais vachement sympa quand même avec le 1, alors si vous revoyez le blog, pas tant que ça, mais surtout, dans le premier, on suit le flic, et non pas les magiciens. Et si vous regardez ma critique du premier truc, je dis, bah, le problème c'est que les magiciens, leurs tours de magie, c'est des vrais tours de magie et pas des tours de prestidigitation. Donc, le scénario est pas bon, mais c'est pas grave, on les voit pas souvent, c'est juste les méchants qu'on poursuit. Et en tant que ça, enfin, si le film ne restait qu'à ça, le film était bien. Si je dis que Insaisissable était une merde et que ça mérite pas une suite, c'est que justement, c'était à peine suffisant pour faire un film correct. Pas un excellent film, c'était à peine suffisant pour faire un film correct, pas pour lancer une franchise complète. Donc, les magiciens du film ne sont pas des prestidigitateurs, ce sont des vrais magiciens. Je vous explique pourquoi. Parce que, déjà, le film nous montre les tours se produire pour de vrai, et pas nous montrer le tour en train de se réaliser, ils font comme si le tour était vrai, mais j'y reviendrai surtout avec la pluie. Mais surtout, les astuces, on n'utilise pas les magiciens pour avoir un accessoire, pour faire une recherche dans le monde des magiciens et trouver un accessoire qui pourrait servir à subtiliser quelque chose. On le fait parce que, comme c'est des magiciens, peu importe ce qu'ils font, c'est de la magie, et on s'en fout. Le problème, c'est qu'on ne respecte pas, du coup, en faisant ça, la convention de base du film. Je vais revenir à la scène clé pour expliquer tout ça. Vous ne pouvez pas me donner tort sur cette scène. Vous avez de la mauvaise foi si vous me donnez tort sur cette scène. La scène du processeur. Déjà, arrêtez de me dire que le truc était soi-disant souple et soi-disant pas épais. Le truc, il est épais comme ça et il est dur, d'accord? C'est une plaque en verre, un espèce de truc céramique. Donc le truc est épais et dur. Donc Dave Franco, le frère Franco, qui va sous le meuble, qui récupère la carte, et qui a la plaque sur une carte à jouer, une carte de jeu de 52 cartes, une carte de jeu de tour de cartes, avec laquelle on joue aux cartes, qui prend cette carte, qui la plaque dessus, qui la tourne, là on a un cut sur son visage, genre « Ah, je suis content, mon tour a marché », et là recut sur la carte à jouer, qui est épaisse comme ça. Et ensuite, toute la scène est basée sur le fait qu'il s'échange cette carte en la pliant. Nous, en fait, on avait des complices qui étaient parmi vous, et en fait, c'était eux qui étaient derrière les cartes, et qu'on changeait quand on leur a demandé de changer, etc. Et tout bordel, il fait « Oui, d'accord, vous montrez le truc », mais juste après, le mec, il prend son jeu de cartes, il fait « Hop !» Et là, il y a 12 684 cartes, et non pas 52 comme dans un jeu normal, qui lui tombent devant et qui le font disparaître sur place, comme s'il avait eu une trappe derrière, comme s'il avait eu une porte à laquelle partir, comme s'il avait eu un machin, mais il n'y en avait pas! Et c'est ça qui marche pas, enfin vraiment qui marche pas, quoi. Et c'est tous les trucs qu'ils organisent, c'est pareil, alors. J'ai parlé des lumières qui étaient installées partout dans Londres, et des projecteurs, et des scènes, et des machins, et t'as le truc du... Oui, bah, il y a l'œil. Oui, bah, c'est facile, l'œil, ça s'appelle pas l'œil, ça s'appelle un Deus Ex Machina. C'est une organisation, on ne sait pas qui c'est, on sait pas qui est dedans, on sait pas qui elle est, on sait pas comment elle est organisée, on sait juste qu'elle résout tous les problèmes de scénario. Ça s'appelle un Deus Ex Machina. C'est littéralement, on vous a fait bouffer de la merde à la petite cuillère et vous avez ouvert la bouche avec Insaisissable 2. C'est dingue! Je n'ai jamais vu, pas le premier justement, c'est pour ça que j'étais moins énervé sur le premier, mais je n'ai jamais vu un film se foutre à ce point de la gueule des spectateurs sur un point de base qu'est la suspension d'incrédulité, la suspension de la non-croyance, le fait d'accepter ce que le film vous offre et de gruger ce contrat comme ils le font, mais putain, mais qu'ils se le prennent au fond, quoi! C'est pas normal que des films comme ça fonctionnent, c'est pas normal qu'en vous prenant pour des cons, on arrive à faire des trucs comme ça, et Lucie ne vous prend pas pour des cons. Lucie veut vous divertir, et en plus vous fait apprendre des choses. Vous l'avez jamais voulu le voir, mais c'est pas grave, j'en parlerai un autre jour. Mais... Lucie essaie de vous faire quelque chose. Ce film-là, il essaie juste de se foutre de votre gueule et de récupérer du pognon. Et de récupérer du pognon de la part des Chinois, parce que ça se passe à Macao pendant quasi tout le truc, et c'est en gros un truc de production pour que le public chinois soit content. Et pour ensuite faire un spin-off spécial pour le public chinois. Donc que ce soit nous, les Chinois ou qui que ce soit, ce film n'essaye que de tirer nos thunes en se foutant de notre gueule avec un film qui est plutôt joli et plutôt bien fait,
Donc ça passe. Et c'est, comme je vous l'avais dit, c'est la définition du blockbuster qu'on déteste tous, moi compris, moi qui suis fan de cinéma hollywoodien, moi qui suis fan de blockbuster, je déteste qu'on me prenne pour un con, et ce film prend ses spectateurs pour des cons. Alors si vous avez envie de dire, bah il suffit de désactiver son cerveau et son machin, bah oui, très bien si vous voulez, mais moi j'ai pas envie d'être pris pour un con, j'ai pas envie de désactiver mon cerveau, je veux bien le mettre en stand-by, je veux bien le faire changer de mode, je veux bien faire plein de trucs, mais je veux pas le désactiver. Désactiver son cerveau, c'est pas... Si vous devez désactiver votre cerveau, c'est que quelque chose est mal fait dans le film. Ça peut pas être un argument, vous pouvez pas utiliser ça comme argument, enfin merde. Donc, voilà pour ce qui est d'Insaisissable 2. Je voulais revenir sur ce passage d'Insaisissable 2. J'ai donc d'autres films que je voudrais aborder. Là, j'en fais 2-3 en même temps. Il y aura moins de choses à dire sur les autres, mais quand même. Et j'essaie aussi de trouver des extraits, mais c'est quand même très compliqué parce que ces films sont en salle. Donc, soit c'est des screeners pourris, soit c'est des versions pas mal, mais je sais pas comment elles sont sur internet. Soit il y a rien du tout. Donc voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, mais j'essaie de mettre quelques images dans cette vidéo-là. Star Trek Beyond, Star Trek sans limite. J'ai fait un commentaire à la fin sur le personnage de Sulu qui devient gay dans Star Trek, et il y a eu quelques réactions là-dessus. Alors bien sûr, la plupart de ces réactions sont de la part d'homophobes primaires et de crétins qui comprennent pas ce que ça peut avoir d'important pour un homosexuel de voir comment il est représenté dans un film, mais c'est pas du tout pour ça que j'ai abordé ce problème-là. Et vraiment, c'est ce genre de problème où je dis que vous m'écoutez pas quand je vous raconte quelque chose. Quel est le problème de ce personnage qui devient gay dans Star Trek? C'est que Sulu est un personnage historique de Star Trek. Il est là depuis la première saison des premiers épisodes. Il a toujours été l'opérateur de bord de l'Enterprise, le conducteur. Et d'un coup, on révèle qu'il est homosexuel. Ce qui est quand même une énorme révélation. Je veux dire, c'est comme le fait que Uhura sorte avec Spock dans les remakes. Ils ont pas fait de grosses scènes en profondeur où on est vraiment avec eux seulement dans une pièce avec leurs problèmes de couple. Mais quand même, il y a plein de passages où ils discutent, où ils se parlent entre eux de leur relation, souvent justement au milieu de l'action, donc c'est un petit côté un peu marrant. Donc ça, c'est quand même vraiment abordé. Là, on nous apprend que Sulu est gay, avec un plan de 30 secondes coupé au milieu, où il arrive devant sa fille, qui prend dans ses bras, donc d'accord, c'est sa fille, et il y a un mec qui arrive à côté de lui, et ils se prennent bras dessus, bras dessous, bras dans le dos, et ils partent tous les deux. Ils se font même pas un bisou sur la bouche, et on voit même pas le visage du mec, le visage de son copain. On le voit une microseconde. Je vous ai mis l'extrait, hein. Il y a que ça qu'on voit. On voit une microseconde du personnage. J'ai pris le timecode à 1 minute et 12 secondes, à 11 minutes et 12 secondes du film. Donc à 11 minutes et 12 secondes, on a un plan de 30 secondes pour nous dire que Sulu a un mec. Et ensuite, on les reverra, son mec et sa fille à Sulu, une fois dans le film, à 1h, 26 minutes et 52 secondes. Quand même, 1h, 26 minutes et 52 secondes, pendant un plan de 5 secondes, de eux en train de courir dans la foule qui a peur parce qu'il y a une attaque qui arrive. Et c'est ça le truc. Je m'en fous, effectivement, on s'en fout qu'il soit gay ou pas, c'est pas le problème. Si vous incrustez le fait qu'il soit gay dans le film pour l'utiliser comme ça sert à rien. C'est complètement débile. Alors, sur la scène où ils se rencontrent au tout début, il y a eu un problème, c'est qu'apparemment, ces scènes-là auraient été tournées à Dubaï, ou aux Émirats Arabes Unis, apparemment. Et apparemment, alors je vous avoue que je suis pas géopolitique, enfin j'ai du mal, mais apparemment il y a des lois très très sévères contre l'homosexualité là-bas. Et donc cette scène était problématique à tourner, parce que s'il montrait deux personnages en train de s'embrasser, apparemment ça foutait la merde. Alors, je comprends pas pourquoi on est obligé de tourner cette scène à Dubaï, aucune idée, mais d'accord, très bien, je peux comprendre. À ce moment-là, justement, vous rajoutez une scène en plus où on les voit dans leur intimité familiale, ensemble, en train de parler, où on comprend, on établit vraiment qu'il y a un lien entre ces deux personnages-là. Vous pouvez pas juste... À la limite, il pourrait juste venir voir son frère et sa nièce. C'est ça le problème, quand vous insistez aussi peu là-dessus. C'est que, moi j'ai compris que c'était un gay, parce qu'en plus, ils le disent depuis longtemps, mais... c'est même pas dit. Oralement, c'est suggéré par bras dessus, bras dessous avec un mec. Donc si t'as même pas envie de penser à l'homosexualité, tu penses que c'est un mec qui vient voir son cousin, son frère, son parrain, n'importe qui, enfin quelqu'un de sa famille qui a eu un enfant, et il est content de le trouver, quoi, et le mec a perdu sa femme.
Donc c'est ça le problème. Et oui, on s'en fout que Sulu soit gay, mais si vous incrustez le fait qu'il soit gay dans un film, il faut en parler. Faut pas juste l'effleurer comme ça de la main, vite fait, parce qu'on n'a pas tourné au bon endroit. Putain, tourner une scène sur fond vert, c'est Star Trek. Tourner une scène sur fond vert dans un autre truc et incruster là ailleurs. C'est quand même fou d'être bloqué sur un truc aussi con. C'est là où vraiment là, j'essaie de gérer ça en tant que problème de film, en tant que problème de scénario, pour essayer de rester en dehors de mes intérêts personnels de fan de Star Trek et d'homosexuel. Vraiment, en termes de film, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Enfin, ces plans ne servent à rien. Vraiment, tout ça ne sert à rien dans le film parce que c'est tellement suggéré, c'est tellement survolé que ça ne sert absolument à rien. Je sais pas pourquoi je garde mon papier. Donc, c'est complètement absurde. Et là, le truc, c'est maintenant que j'ai fait le côté cinéma, je repasse dans le reste. En tant que fan de Star Trek, je veux comprendre le changement du personnage de Sulu. Je veux comprendre comment est-ce qu'il en est venu là. Il a jamais eu de vie privée développée dans les autres épisodes. Peut-être une ou deux fois, il a dû draguer une nana dans un truc. Mais vraiment très très vite fait. Le truc, c'est qu'en tant que fan de Star Trek, j'ai besoin de développer ce truc-là. Enfin, vous me montrez que Sulu a une famille. Je veux au moins avoir une scène où je l'entends discuter avec sa fille ou son mec, surtout sa fille d'ailleurs, de ce que ça fait que d'avoir son papa qui est parti pendant 5 ans dans une mission dans l'espace et qui revient pas. Par exemple, c'est un des trucs de Star Trek quand même, c'est que ils sont partis pour une mission de 5 ans et c'était censé c'était ce qu'on était censé voir dans ce film, mal à mettre les mots dans le bon ordre, et qu'on a finalement pas vu. Mais du coup, je veux au moins voir ça, quoi. Je veux au moins le voir parler avec son mec du truc. Comment est-ce qu'elle le vit, cette petite fille, d'être dans une station orbitale et pas sur la Terre? Comment est-ce qu'elle vit le truc voilà, de pas être sur une Terre normale? Comment est-ce qu'elle a ses relations? Je veux voir leur monde, je veux voir leur vie. On développe pas du tout ça dans ce film-là, alors que c'était beaucoup plus développé dans les autres Star Trek, où on voyait même les écoles vulcaines et les trucs dans ce genre-là. Là, pour le coup, enfin, ça passe vraiment très très loin. Et si je passe maintenant en mode gay, c'est un tel concept de science-fiction pour moi, d'imaginer de voir une histoire gay qui se passe bien. L'univers de Star Trek, c'est un univers où on est passé outre toute forme de racisme, tout ostracisme, tout rejet d'une personne parce que il est noir, il est gay, il est vieux, il vient de tel truc, il pense tel truc, il a tel machin, il a telle religion, tout ça, ça a été oublié dans Star Trek. Donc, pour une fois, et ce serait vraiment de la science-fiction, je pourrais voir un couple heureux qui n'est pas constamment à avoir peur et à se cacher, qui n'est pas constamment à craindre de se faire rejeter, qui n'est pas à craindre de perdre son boulot, sa famille, ses amis, tout simplement parce qu'ils sont gays, qui n'ont pas à craindre un rejet ou une haine quelconque. J'ai tellement envie de voir ça parce que c'est tellement... Je l'ai jamais vu. Et ça, ce serait vraiment neuf et ça me permettrait d'avoir un truc nouveau à incruster dans mes images et mes représentations d'un couple gay. C'est quelque chose qu'on a très peu vu, enfin un couple qui se passe bien et qui est heureux. Tous les films gays, il y a toujours un moment où on parle du fait d'être rejeté, ou des attaques, des problèmes avec la police, avec l'État, pour les transsexuels, pour tout ça. Enfin, et on pourrait avoir un film ici où ça se passe bien. On pourrait montrer une relation idéale presque, une famille. En plus, c'est presque l'idée qu'ils avaient en tête, c'était une famille homosexuelle et tout le monde s'en fout. Kirk fait un petit sourire comme ça parce que il a retrouvé sa famille et il se casse quoi. Et il s'en branle, il est pas là en train de faire quoi, Sulu est gay, mais mon Dieu, mais il s'en branle. Et effectivement, on doit s'en branler. Le problème c'est que on s'en branle tellement qu'ils disparaissent. Et des gays qui disparaissent quand on se branle, c'est bizarre. Mais du coup, enfin voilà, au final, ça devait être un mouvement progressiste de ce film et on en arrive à des gays qui se cachent. On cache les gays du film. Donc ça devait être la méga libération et enfin une nouvelle méga avancée dans l'univers de Star Trek qui n'avait jamais réussi à traiter un truc comme ça. Et au final, on se retrouve à régresser. Donc c'est pour ça que je gueule, me faites pas chier avec vos trucs de machin, c'est principalement pour des trucs cinématographiques et pour Star Trek lui-même que je gueule. C'est mal utilisé, c'est mal exploité, c'est ça mon souci, je suis content de le voir, mais c'est mal exploité et mal utilisé. Et ça participe à tout ce que j'aime pas dans ce film qui l'utilise plus ou moins bien, mais jamais vraiment correctement. Et enfin, dans un truc beaucoup plus court, parce que j'ai terminé là-dessus, là sur Star Trek, sur Peter et Elliot le dragon. Un truc tout bête, mais enfin, je comprends pas non plus que les gens puissent avoir des réactions là-dessus. Vraiment, faut faire exprès de pas comprendre. Le problème du dragon-chat. Vous faites un film qui s'appelle Peter et Elliot le dragon. Vous faites pas un film qui s'appelle Peter et Elliot le dragon-chat.
Les gens m'ont parlé du coup de l'original en me disant ouais, enfin dans l'original c'était un cartoon et puis il avait aussi des poils, il avait une touffe de cheveux roses, donc c'était pas un dragon, c'était un dragon. Je vous parle pas je vous parle à peine de l'apparence. Je vous parle de comportement. À la limite, un dragon poilu, à la limite, je m'en fous. Pourquoi pas un dragon poilu? Mais si en plus le dragon poilu ronronne, chasse sa queue, vous saute autour, etc. Enfin merde, c'est une créature mythologique. À quoi ça sert de mettre un dragon si c'est pour calquer son comportement sur celui d'un autre animal? Et c'est pour ça que je dis, faites un film sur un chat géant, faites un film sur un truc comme ça. Et je parle de l'Asgardian, là aussi, mauvaise foi honteuse pour oser dire que cette créature ne ressemble pas à un chat et qu'elle n'a pas exactement les comportements d'un chat. Mais faites une créature mythologique complète, créez une espèce de chimère qui mélange plusieurs animaux. Si vous faites un dragon, faites un dragon. Le principe du dragon, c'est d'être le lézard, c'est de représenter un truc vraiment très étrange et qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est justement le principe du dragon. C'est même si c'est une créature mythologique, ça se rapproche au maximum d'un lézard. Et on n'a pas l'habitude de voir des lézards. Et c'est pour ça que c'était intéressant de voir des dragons. C'était ça qui était impressionnant. C'était ça qui était cool. Maintenant, vous nous faites des dragons qui se comportent comme des chats. Donc ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, c'est ça le souci avec les chats dragons. C'est ce manque de créativité, ce manque d'audace. Et ce manque d'envie, arrêtez de reproduire des comportements de chat ou de chien ou d'autres choses. Prenez un lézard et reproduisez un truc de lézard. Et le truc, c'est que c'est tellement évident. Il y a même pas besoin de lire les notes d'intention, mais si vous lisez les notes d'intention, le réalisateur vous fait « Je me suis basé sur mon chat pour créer le dragon. » Bah fais-nous un film sur ton chat. Fais pas un film sur un dragon. Ah, faites un film sur un chat qui parle et qui vous révèle des trucs et des machins, plutôt que faire un truc avec un gros... Faites un film sur un gros chat mutant, un dinosaure... Ça pourrait être une comédie, un espèce de Godzilla, Shazilla, je sais pas, mais il y a tellement plus à faire qu'un dragon avec des poils qui se comporte comme un chat, qui ronronne, quoi. Et c'est même pas créatif, parce qu'en plus, Dragon l'avait fait aussi, et Dragon, la licence de DreamWorks, me semble-t-il, qui fait aussi des dragons chats depuis le début. Et j'ai pas compris non plus depuis le début, parce qu'en plus, eux, ils ressemblent vraiment à des dragons et des trucs de lézards, mais... Voilà, il faut en faire des animaux de compagnie, donc il faut leur donner des comportements comme ça. Bon, d'accord, très bien. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez de ces reaction shots, le principe donc de répondre à certains commentaires qui m'ont un peu marqué et auxquels j'ai beaucoup envie de répondre. J'ai beaucoup attendu pour faire celui-là et sans doute trop, mais dites-moi ce que vous pensez de l'idée et peut-être que j'essaierai d'en faire plus rapidement pour d'autres films et sur moins, peut-être pas autant de films d'un coup, ça dépend. Mais j'avais envie d'essayer le truc et de voir ce que ça pouvait donner, donc dites-moi ce que vous en pensez et peut-être que j'en ferai d'autres par la suite. Je vous retrouverai fin septembre, normalement aux alentours de la sortie du dernier film de Xavier Dolan, mais peut-être un peu plus tard, ça dépendra. Je ferai peut-être quelques vidéos pendant les vacances, un peu plus libres, peut-être un ou deux petits vlogs un peu particuliers, je sais pas. Et en tout cas des trucs qui sont pas trop compliqués à faire, quoi. Le principe c'est que ce soit les vacances et que je me casse pas trop le cul. C'est le principe des vacances, c'est d'essayer de reprendre des forces et de se reposer. Donc voilà, j'essaierai peut-être de refaire quelques petites vidéos un peu sympas et un peu plus légères pendant les vacances pour m'occuper vite fait. Voilà, et je vous retrouverai normalement fin septembre, peut-être un peu après, peut-être début octobre. Peut-être un ou deux vlogs pendant les vacances sur une ou deux sorties, mais pas plus. Voilà, prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!